Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Zone Franche de ce dimanche, votre rendez-vous d'analyse et de décryptage de l'actualité politique nationale. Ce matin, nous revenons sur un moment fort de la vie politique béninoise, la cérémonie d'investiture du duo candidat Romia de Wadaï et Mariam Tchabi Talata, organisée à Parakou ce samedi. Un événement hautement symbolique qui a réuni les 4 partis de la mouvance présidentielle autour d'un même idéal, l'unité et la continuité d'une nation politique amorcé depuis 2016. Mais au-delà du faste et des discours, que faut-il réellement retenir de cette investiture? Quel message, quelle stratégie et quelle perspective pour le Bénin à la veille des élections générales? Pour en parler, nous recevons justement sur ce plateau Gilles Rondolo, membre du parti Bloc républicain, acteur politique engagé au sein de cette formation politique et maire aussi de la ville de Glazoué. Avec lui, nous allons décrypter les temps forts de cette cérémonie, analyser la portée du message du duo et comprendre les orientations à venir. Dans cet exercice, je suis avec Wahab Alikpara. Wahab, bonjour. Eric Guédeno, bonjour. Monsieur le maire Gilles Rondolo, bonjour. Bonjour Wahab. Merci pour votre disponibilité. Vous et votre parti, le Bloc républicain, avez pris une part active à cette cérémonie d'investiture du duo présidentiel pour le compte de la mouvance. Dites-nous de façon résumée comment les choses se sont passées à Parakou qui a abrité cet événement. Ben écoutez, comme toute activité de cette portée-là, tout s'est super bien passé. C'est pas un peu exagéré. Tout s'est bien passé. Vous le dites sans risque même de quelques défaillances dans cette organisation. Monsieur Guédeno, vous allez peut-être un peu trop vite en besogne, puisque nous sommes dans un décor qui est en train de se planter. Pour ma part, je crois que tout s'est bien passé. Et le premier principe, lorsqu'on organise un événement de cette envergure, est-ce que tout le monde craint? Parce que nous sommes venus d'un peu partout dans le Bénin. Moi, j'ai quitté Cotonou la veille, d'autres ont quitté ailleurs, le nord, un peu partout. Ce qu'on craint, c'est les accidents de route. Oui. Et je crois que par la grâce de Dieu, on n'a eu aucun retour sur ce genre d'événement malheureux et on peut déjà se réjouir que tout s'est bien passé. Au-delà des accidents de route sur les lieux, parfois il y a des incidents malheureux, parfois il y a des bagarres qui peuvent naître du simple fait que quelqu'un tient un langage qui ne passe pas auprès de l'autre. Ça peut susciter également des événements malheureux. On n'a eu aucun retour dans ce sens-là. Et moi, je pense que rien que sur ces aspects, ça s'est super bien passé. Je ne veux pas rappeler ici les événements malheureux que ma commune a connus et continue de connaître. Et vous avez suivi avec nous des bus qui sont tombés à l'eau, des accidents de route qui sont survenus pas loin du marché régional de Glazoué, etc. Je crois que lorsque nous nous inscrivons dans cette symbolique-là, on doit pouvoir tous rendre grâce à Dieu. Alors, dans le fond de l'activité, je crois que là également, on peut se réjouir. On peut se réjouir que les 4 partis politiques qui soutiennent la mouvance, qui soutiennent le chef de l'État étaient présents, les présidents étaient présents, les bureaux politiques étaient présents, les hautes directions étaient présents, les militants, monsieur tout le monde était présent. C'était vraiment une grande ferveur à Parakou et c'est ce que nous avons vécu. Et donc, sous ce registre, je continue de croire et je vous le confirme, ça s'est super bien passé. En tout cas, vous le dites aussi bien, monsieur le maire. Alors, cette cérémonie d'investiture a mis en lumière l'unité des 4 partis politiques de la mouvance, vous l'avez relevé. Cependant, comment comptez-vous maintenir cette cohésion face aux inévitables divergences d'opinion et d'intérêts au sein de cette mouvance? Écoutez, le jeu politique est ainsi fait. C'est un jeu où il y a forcément des intérêts et les intérêts ne sont pas toujours concordants. Il peut y arriver que nous ayons des intérêts divergents. Mais il suffit d'observer à ce jour ce qui s'est passé sur le plan politique depuis 2016 jusqu'à l'instant où je vous parle. Je crois que nous avons un chef qui a su imprimer une certaine rigueur, qui a su nous donner une certaine vision, partager avec nous sa vision et tout le monde a adhéré. Nous avons observé au temps du général Kérékou, feu général Kérékou, paix à son âme, lorsqu'il était en fin de règne, on a pu observer tout le tohu-bohu, tout le désordre qui s'était installé. On a observé également au temps du président Dr Yahi Boni, tout ce qui s'est passé lorsqu'il était en fin de règne,
tout le désordre qui s'est installé autour de lui et qu'il a eu du mal à gérer. Observons à présent au temps du président Patrice Talon. Alors, on peut noter que si sa vision n'était pas partagée, si nous tous n'avions pas adhéré à ce qu'il a essayé de nous insuffler, on aurait pu assister à la même chose. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et quel est le secret? Quel est le secret qui a été mis en place pour que vraiment on puisse avoir cette harmonie? Parce que vous avez donné l'exemple de la fin de règne du général Mathieu Kérékou, le cas de Boni Yayi, et celui qui a suivi, c'est bien entendu Patrice Talon. On se demande quels ont été les ingrédients qu'on a mis en place pour obtenir ce résultat que vous appréciez. Cher ami Wahab, je suis également à la recherche de ce secret-là. Parce que vous êtes un acteur de la mouvance, vous devez le savoir. Si, vous avez dit que c'est une question de vision partagée. Est-ce que seulement ça? Je suis un acteur de la mouvance, cela est clair. Et j'y suis depuis 2016 et je continue, je poursuis mes activités dans la mouvance. Mais vous voyez, je vais dire des choses, peut-être on dira, oui, c'est parce qu'il est de la mouvance qu'il parle ainsi. Il faut avoir approché Patrice Talon pour comprendre qui il est. Est-ce qu'on peut même arriver à le comprendre? C'est un homme indéchiffrable. Et je crois que c'est une prière que chacun de nous doit pouvoir faire pour qu'il incarne Patrice Talon divisé par 1000. C'est-à-dire, si on peut réussir à avoir 1/1000 de ce qu'il incarne, je crois que ce pays va changer de visage. Alors, comme vous voulez savoir le secret, je crois que le premier principe en toute chose, c'est le management. Et Patrice Talon a réussi à convaincre les grands acteurs autour de lui sur la destination. Voici là où nous voulons aller. Et je suis convaincu que entre son discours et sa pratique, c'est-à-dire la manière dont il fonctionne, il n'y a pas de différence. Lorsque vous avez un patron, je prends un homme d'église, un pasteur, un prêtre, etc., qui vous dit par exemple, ne mentez pas. Alors nous tous, on est d'accord que sur le principe, il ne faut pas mentir. Oui. Mais lui-même, vous le surprenez en train de mentir. Alors là, ça pose un problème. Alors du coup, vous vous demandez, mais lui me dit de ne pas mentir. Et plus tard, vous l'interrogez, vous dites, mais... Il n'y a plus de cohérence. Plus tard, vous l'interrogez, vous lui dites, mais écoutez, pasteur, j'étais présent tel jour quand il y a eu telle situation. Mais lorsqu'on vous a interrogé, voici ce que vous avez dit. Moi, je ne comprends pas. Vous nous avez dit de ne pas mentir. Et vous dites, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Alors vous comprenez que lorsque vous avez un chef de cette nature, ben, sa fin de règne est forcément chaotique. C'est la même question. On en vient maintenant sur cet aspect, hein, cette seconde manche de la question de Eric Guédénon. Comment on arrive maintenant à maintenir cette cohésion, puisque à Parakou, vous avez décrit dans votre première prise de parole, hein, je dis l'harmonie et la cohésion au sein des 4 formations qui soutiennent la mouvance présidentielle. Comment on arrive à maintenir cela avec les éventuels changements d'humeur, d'intérêt et de divergence de point de vue? Ben, de mon point de vue, ça se rapporte à chacun de nous. Parce que nous n'avons pas les mêmes personnalités. Parmi nous, il y a des gens qui peuvent réagir à fleur de peau. Il y en a qui prendraient du recul avant d'aborder n'importe quel sujet. Vous prenez mon président, le président ABT, Abdoulaye Biotchane. Mais il n'y a pas son équivalent. Avec son calme olympien, avec... tout ce qu'il incarne comme sérénité, etc. Ce n'est pas le cas d'autres personnes. Vous prenez le président Djogbenou avec toute son inspiration, sa verve et tout le reste. Il n'y a pas son équivalent. Chacun d'eux a ses méthodes. Oui. Mais après, il faut s'ajuster. Oui. Parce qu'on est dans un jeu où chaque maillon doit pouvoir s'insérer pour que ça forme la chaîne. Et je crois que c'est cela que le président Talon a réussi à incarner. C'est ce qu'il a réussi à communiquer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de divergence. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Mais à un moment donné, même si nous ne partageons pas le même principe, bon, je ne dirais pas le principe, même si nous ne sommes pas d'accord sur un sujet, les égos se taisent. Et on essaye de surmonter, de comprendre que la voix de la majorité passe. Et je crois que c'est ça qui fait cette cohésion que vous avez observée. Ça, c'est le secret de Patrice Talon. Maintenant, on est en train de travailler à passer la main, comment dire, à Romuald Wadani. Est-ce qu'on parviendra vraiment à réussir ce coup que vous applaudissez? J'ai entendu plein de gens dire, mais il est très jeune, Romuald. J'ai entendu les gens dire, mais il a été trop rigoureux. J'ai entendu les gens dire, tel que je le connaisse, qui pourra faire le job. Je crois que chacun de Ce sont des interrogations légitimes, non? Est-ce que vous comprenez au moins ceux qui posent ces genres de questions? Moi, j'essaye de comprendre tout le monde, mais je veux les rassurer sur un point. Vous savez, on n'atteint pas ce niveau de compétence par hasard.
Romuald Wadagne est rentré au gouvernement à 39 ans. Aujourd'hui, il en a 49. Mais il a eu du métier. Et vous connaissez la rigueur du chef de l'État, Patrice Talon. Vous pensez qu'on peut rester auprès de Patrice Talon avec tout ce qu'il incarne comme rigueur, charisme, et rester 10 ans pour finalement faire l'objet à l'unanimité de tout ce qui l'entoure pour dire, voici, c'est lui le meilleur, c'est lui qui pourra nous représenter. Ça veut dire que Romuald a eu à faire ses classes. Romuald a eu à subir. Parfois à pleurer. Je ne sais pas trop comment il a vécu les 10 ans, les bientôt 10 ans auprès du chef de l'État, je n'en sais rien. Je n'ai pas été dans sa proximité. C'est une façon de dire que ça n'a pas été toujours un fleuve tranquille. Exactement. Et quand on arrive à cette étape, tout ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de prier pour Romuald Wadagne, pour que Dieu lui envoie l'esprit de sagesse, pour que Dieu lui envoie l'esprit de discernement. Et je crois que lui-même, il est profondément chrétien. Et nous avons vu, lorsqu'il a déclamé son discours, il a commencé par rendre grâce à Dieu. Et je crois que c'est sur ce chapitre que chaque Béninois, chaque Béninoise devrait s'inscrire. Et nous avons donc le devoir de lui faire confiance, totalement confiance, et de l'accompagner pour que tout ce que nous avions démarré, tout ce que nous avions eu à faire depuis 1960, et que, comme vous avez pu l'observer, chaque maillon a pu donc se mettre dans la chaîne, que Romuald Wadagne également puisse ajouter son maillon à la chaîne qui va venir très bientôt. Plaise à Dieu. Monsieur Gilles Rondolo, avant le discours du candidat, il y a eu les discours des présidents des formations politiques de la mouvance. Quelle appréciation faites-vous de ces prises de parole? Ben écoutez, c'était des discours divers et variés qui s'inscrivaient chacun dans son contexte, parfois dans ses ressentiments, parfois dans ses amertumes, mais je crois qu'il y avait une convergence. La convergence, c'est que tous étaient d'accord sur le choix du candidat, tous étaient d'accord que le Bénin est un et qu'il fallait donc avancer, tous étaient d'accord que nous devons nous inscrire dans une certaine continuité, tous étaient d'accord que la barque ne doit pas chavirer. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Après, si on rentre dans le contenu des discours, je prendrai la présidente Prudencio, par exemple. C'est un discours que j'ai beaucoup apprécié parce que ça déclamait d'abord la beauté de la ville de Parakou qui nous accueillait. Ensuite, ça nous inscrivait dans le contexte qui nous réunissait. Et puis, ça montrait que Romuald Wadagne n'est pas quelqu'un qui est venu de nulle part. Et elle lui a fait un clin d'œil que j'ai beaucoup apprécié, c'est la fidélité. Elle a parlé de fidélité, elle a parlé de loyauté que incarne Romuald Wadagne. Sûrement qu'elle le connaît un peu plus, et je crois que sur ce chapitre-là, c'était pas si mal que ça. Alors, j'ai parlé tantôt d'amertume, j'ai parlé tantôt d'un certain nombre de choses, et là, on peut se retrouver avec le discours du président Ayadi, qui n'était pas un mauvais discours. Il est aussi excellent que le discours de Madame Prudencio, mais il est revenu sur un certain nombre de détails, il est revenu sur ses amertumes, puisque selon lui, parfois il est incompris. Ça, c'est l'un des mots au sein de la mouvance. Bien sûr, au sein de la... Mais ça fait partie du jeu. On ne peut pas être compris de tout le monde. Le plus important, c'est qu'on fasse focus sur ses objectifs. Et je crois que Moël Bénin a compris. Ils sont focus sur leurs objectifs, ils y travaillent. Et moi, pourquoi ce sentiment devrait exister dans cette unité qui est quand même vendue aux Béninois? Pourquoi, comment? Enfin, cet aspect d'amertume que vous évoquez devrait exister dans cette unité qui est vendue. Mais écoutez, le monde est dualité. Dans quel monde? Écoutez, même des jumeaux qui sont restés 9 mois plus ou moins dans un même ventre et qui sortent, on nous a appris par exemple qu'il y a les vrais jumeaux, il y a les faux jumeaux. En clair, c'est légitime, c'est normal. Moi, je n'y trouve pas de souci particulier. Alors, monsieur le maire, quel est, je dois dire, l'intérêt qu'il y a à ce que chaque formation politique soutenant donc la mouvance présidentielle puisse tenir son discours? Pourquoi on n'a pas désigné par exemple un porte-parole pour pouvoir parler au nom de tout le monde et témoigner de cette unicité, de cette cohésion que vous vendez, dois dire, à la face du monde? De mon point de vue, c'était la meilleure manière. On dit chez nous, vinou. Et ouais, vinou yon bédé. Ça veut dire qu'il fallait mettre chacun face à ses responsabilités et que chacun vienne témoigner, dire qu'est-ce qu'il pense réellement de la situation qui nous réunit. Et c'est ce qui s'est passé.
Et vous avez pu observer, là je parle d'amertume, je parle de ressentiment, je n'ai pas dit la même chose pour Claudine Afiavi-Prudencio. Je ne dirai pas la même chose pour le président Diogbenou par exemple, qui a fait une très belle entrée, l'accroche était imparable, impeccable. Oui, oui. Je ne dirai pas la même chose pour mon président, le président Ablaye Biotchane, dont vous connaissez le calme, la sérénité, et qui a abordé ce sujet avec la grandeur, avec le recul nécessaire. Et vous avez vu, le candidat désigné lui-même a témoigné qu'il a un bon père, qu'il a un bon conseil, etc., etc. Donc je crois que c'était la meilleure manière pour que chacun de nous se retrouve à travers son chef. Et si je dois reprendre ce que vous dites, je dirais plutôt que ce qui s'est passé, nous avons eu chacun de nous notre porte-parole. Le Bloc républicain a eu son porte-parole. L'Union progressiste, le Renouveau a eu son porte-parole. La Renaissance a eu son porte-parole. Moël Bénet également a eu son porte-parole. Et c'était mieux comme ça que chaque porte-parole de parti politique puisse porter ce que entre nous, nous avions discuté, ce que nous avions validé entre nous, et c'est ce qu'ils ont eu chacun d'eux à dire. Alors, Éric Guédénon, on va décrypter avec Gilles Rondolo, donc le discours du président, pour ne pas dire du candidat Romuald Wadaye. Mais avant, quels ont été les grands aspects que vous avez relevés dans le discours de Joseph Diogbenou, par exemple, que vous soulignez tout à l'heure? Alors, vous voyez, le président Diogbenou, comme à ses habitudes, vous savez que c'est un intellectuel. On lui a vu un talent de chanteur. Au-delà du... moi, je ne vois pas... Moi, je le revois, puisque j'ai eu quand même cette opportunité d'être au campus au même moment que lui. Nous avions tous été militants dans les organisations estudiantines. Je crois qu'il n'a rien perdu de sa verve. Il est resté égal à lui-même. Et le temps a fait une œuvre encore plus formidable parce qu'on voit l'intelligence lumineuse qui gouverne le personnage. Et ce qu'il faut retenir, ce que moi j'ai retenu essentiellement de son discours, c'est 2 ou 3 choses. 1, il a rappelé l'opportunité de la cohésion. 2, il a rappelé l'intérêt pour nous tous de poursuivre la dynamique. 3, il a rassuré tout le monde de l'opportunité que nous soyons un dans tout ce que nous faisons, de la cohésion nationale, et autour de ça, tout le reste pourra se construire. Et il nous a mis dans une certaine perspective. Voilà les points clés que je décrypte dans le discours donc, du président Diogbenou. On va évoquer maintenant le discours du candidat qui était très attendu à l'occasion de cette cérémonie. Déjà, on commence par ce qui vous a le plus marqué. Mais écoutez, je n'aborderai pas ce qui m'a marqué d'abord. Vous savez, le discours du candidat, moi, je l'ai recasé en 3 temps forts. Allons-y. Il y a eu un premier temps que j'appelle le temps de l'émotion. Il y a eu un deuxième temps que j'appelle le temps de la loyauté, le temps de la reconnaissance, le temps de l'engagement. Et il y a eu le temps des perspectives. Voilà un peu comment je le cadre. Le temps de l'émotion a été marqué par ce qui est normal. Lorsque vous avez vécu, et autant que nous sommes, on a parcouru presque tous le Bénin, surtout quand on a eu un parent fonctionnaire, quand il se déplace, chaque enfant... La famille se déplace. La famille se déplace. Et donc, il revoit Parakou, des années plus tard, un Parakou qu'il a connu, d'abord, cette route qu'il a connue dans un état donné, et qu'il redécouvre aujourd'hui. Le contexte d'hier, il n'était pas seul. C'était l'enfant, le garçon, le gamin qui était avec son papa. Et vous voyez, quand nous étions avec nos parents dans ces contextes-là, à chaque comment dit-on, étape de la route, papa te pose des questions, il veut s'assurer que tu suis, il cherche à comprendre, est-ce que son enfant découvre, etc. Il y a tellement de questions que les parents nous posaient, mais aujourd'hui, il refait ce chemin seul. Surtout dans un contexte où, paix à son âme, feu docteur Nestor Wadaye, il n'est plus. Alors, vous comprenez tout ce que ça peut générer comme émotion. Et je crois que c'était... moi, j'ai trouvé ça magnifique qu'il partage cette émotion avec nous. Et c'est ça qui nous montre que nous ne sommes pas en train de choisir quelqu'un qui est sans émotion, quelqu'un qui n'a aucune empathie. On est en train de proposer... politique. On est en train de proposer aux Béninois un homme, un candidat qui est capable d'avoir de l'empathie sur des questions données à un moment donné. C'est un peu une réponse à ceux qui, n'est-ce pas, disent de lui qu'il est un peu imperméable, qu'il n'a pas, je dirais, trop de sentiments ou qu'il n'a pas d'émotion, c'est ça? En fait, moi je vais vous dire,
j'ai eu l'occasion de pratiquer Romuald Wadayi dans le cadre professionnel. Je crois que c'est quelqu'un qui est incompris. Par nous, praticiens, techniciens, qui avons eu la chance de le côtoyer à un moment donné. Vous savez, la charge qu'il a portée dans le contexte qui était le sien, avec le patron qu'il a eu, c'est une charge, je mets au défi combien de gens peuvent la porter et résister un mois. Patrice Talon, moi je l'ai connu dans d'autres contextes, mais je puis vous dire qu'il est d'une rigueur, je ne veux pas la décrire. En clair, il y avait suffisamment de pression et la pression était énorme, énorme. Et lorsque vous avez un patron qui attend de vous des résultats et qui, c'est-à-dire, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'excuse, si vous recevez la charge et que vous ne la laissez pas descendre, mais vous serez bousillé. D'accord, on en vient au second niveau donc de son discours. Alors, donc, on est toujours au niveau de la charge émotionnelle qu'il a partagée avec nous. Justement. Donc, ça nous montre que nous aurons bientôt, plaise à Dieu, nous aurons bientôt un patron qui peut faire attention à nos soucis, qui peut faire attention à nos problèmes. Il est donc un humain comme tout le monde. Alors, est-ce qu'il ne faut pas plus pour tirer cette conclusion? C'est un discours et nous savons que les discours politiques sont très calculés. On y met parfois des mots pour atteindre un objectif, justement. Très calculé, très travaillé. De mon point de vue, ça peut être le cas. De mon point de vue, son discours n'a pas été politique. De mon point de vue, ça a été un discours bon enfant où il a partagé, il a dit son ressentiment. C'est le cœur qui a véritablement parlé. C'est vrai qu'il y a, vers la fin du discours, quelques aspects. Sinon, au milieu du discours, lorsque je parle de loyauté, lorsque je parle de fidélité, etc., quelques aspects politiques sortaient au milieu du discours. Mais ce n'était pas un discours véritablement politiquement engagé, pas du tout de mon point de vue. Il n'a pas fait la... Et pour le contexte, est-ce qu'un discours politique n'aurait pas porté plus qu'un discours qui est plus rempli d'émotions et de perspectives, comme vous le soulignez? Son discours ne manquait pas de perspectives, puisqu'on a tous compris que la vision est claire. Lorsqu'on vous dit la vision est claire, je crois que c'est suffisamment clair pour chacun de nous. C'est une façon de dire qu'on prend la mesure de la situation. Absolument. Et que là où on va, on connaît. Et lorsque l'objectif est clair, je crois que le chemin pour y arriver, il faut le suivre. Surtout que le chemin est déjà tracé. Surtout qu'il a été l'homme de toutes les réformes. Il n'y a pas eu un seul maillon qu'il a manqué. À partir de là, il nous a rassurés sur ce principe-là. Après, à l'œuvre, il y aura les contextes, il y aura les circonstances, etc. Il va s'ajuster au fur et à mesure. Alors, entre le parcours que Romuald Wadayi a connu quand il était plus jeune avec son père et le parcours qu'il a vu hier à l'occasion de cette investiture, est-ce que pour vous, parcours a-t-il changé? Mais écoutez, moi j'ai eu la chance, j'ai travaillé à Parakou, j'ai fait 5 ans à Parakou, j'ai quitté Parakou en 2000, j'y étais autour de 2017-2018. Donc j'ai fait une partie de ma vie professionnelle à Parakou. Et avant ça, j'ai voyagé régulièrement dans le nord du Bénin. Je connais un peu le nord. Je connais tout le nord Bénin. Je crois que le Parakou d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le Parakou d'hier. Pour ceux qui ont connu Parakou dans les années 90, les années 2000, etc. Il y a eu une métamorphose et on est tous d'accord là-dessus. Et je suis convaincu que c'est le même Parakou d'hier que j'ai connu, que notre candidat a connu également, et c'est de ça qu'il a parlé. Aujourd'hui, quand vous allez dans Parakou, c'est vrai, les routes étaient déjà tracées, connues, mais il y a de la bitume partout. Il y a des pavés là où il doit en avoir. Il y a eu de nouvelles routes, il y a eu de nouvelles installations, les maisons ont poussé un peu partout. On a de l'électricité, l'éclairage public est une réalité. On a de l'eau, l'eau est désormais une réalité. C'est vrai que ce n'est pas partout, mais le grand Parakou a connu une métamorphose et c'est clair que celui qui connaît Parakou d'hier et qui voit Parakou d'aujourd'hui comprend qu'il y a du mieux. Alors, dans la même veine, ce qu'il y a souhaité, c'est que Parakou se transforme davantage et que cette métamorphose que nous sommes en train de voir puisse se poursuivre. Et je dirais qu'il n'y a pas que Parakou, hein.
c'est tout le Bénin qui est impacté. Alors, Robia Douadani, dans son discours, n'est-ce pas, a fait un clin d'œil, doit dire, à la jeunesse. Avant qu'on y revienne, je voudrais comprendre pourquoi on a fait le choix de Parakou. C'était, doit dire, politiquement stratégique ou quoi exactement? Pourquoi avoir choisi Parakou? On aurait pu choisir d'autres villes du pays, Porto-Novo par exemple, la région de Monokoufo, pourquoi pas Glazoué chez vous? On est curieux de savoir pourquoi on a opéré le choix de Parakou. Alors, je crois que le choix de Parakou est un choix d'abord technique. Pourquoi? Lorsque vous avez un événement de ce genre à organiser, il faut choisir l'endroit qui répond sur le plan de la logistique. Et lorsqu'on prend les endroits éventuels qui peuvent répondre, on a Cotonou par exemple, où on a des hôtels, puisque les gens vont venir d'un peu partout, il faut qu'on réussisse donc à les installer, etc. Mais Cotonou, nous tous, on est là tous les jours. On est là tous les jours. Cotonou, de mon point de vue, est disqualifié parce que c'est la vitrine, c'est ici qu'on fait tout. Il faut forcément se déporter pour aller ailleurs. On pouvait s'arrêter à Boïcon, mais Boïcon ne répond pas du point de vue des infrastructures. On pouvait aller à Porto-Novo. Porto-Novo a pris les grandes institutions, on connaît Porto-Novo, mais Porto-Novo n'a pas forcément les infrastructures hôtelières et autres pour abriter tout ce monde-là qui arrive. On pouvait s'arrêter chez moi à Glazoué, mais vous pouvez être sûr que je ne vais pas réussir à loger 100 personnes, alors que nous étions un bon millier. Alors plusieurs milliers, on était nombreux. Et donc, Parakou, de mon point de vue, ça fait le centre du Bénin, plus ou moins. Je déplace le centre des collines vers Parakou, en guillemets, pour faire un clin d'œil à mon ami maire de Parakou. Et donc, ce choix, de mon point de vue, est d'abord technique, puisque Parakou répond du point de vue des infrastructures, etc. La logistique. Mais malgré ça, je vais vous dire, j'ai des amis qui sont allés à Parakou la veille, ils n'ont pas trouvé où dormir, ils ont dormi dans leur voiture. Donc, vous comprenez que malgré toutes les dispositions qui ont été prises pour que tout le monde soit dans des conditions acceptables, on n'a pas forcément réussi à le faire. Mais au-delà de ça, Parakou est un symbole. N'oubliez pas que le premier chef d'État du Bénin, notre patriarche Hubert Maga, il vient du Nord. N'oubliez pas que la colistière, je veux parler de plaise à Dieu, de notre actuelle vice-présidente et notre désormais plaise à Dieu vice-présidente du Bénin, elle vient du Nord. Alors, vous comprenez que dans ce choix, il y a certaines symboliques qu'il fallait agencer les unes dans les autres pour que tout le Bénin s'y retrouve. Et cela a donné la combinaison que nous avons eue. Alors, on a bien maintenant ce message adressé à la jeunesse. Qu'est-ce qu'on retient concrètement et qu'est-ce qu'on a voulu dire pour ceux qui n'ont pas tout perçu? Mais écoutez, avant d'adresser son message, notre candidat nous a révélé des statistiques. Et je crois qu'à partir des statistiques, on peut comprendre le message de notre candidat. Notre candidat nous a rappelé que plus de 70-75%, c'est-à-dire que le Bénin aujourd'hui, lorsqu'on fait la stratification, on essaie d'évaluer les tranches d'âge, etc., 75% des Béninois ont moins de 25 ans. D'accord. Alors, et il nous a cité comme l'un des pays les plus jeunes du monde. Ben, écoutez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour construire demain qui vient là, on doit s'appuyer sur qui? C'est pas sur des gens comme nous qu'on va s'appuyer. Non, nous on a amorcé, bon, on est sur le plateau et bientôt on va amorcer la descente. Et donc, c'est sur ceux-là qui vont faire le Bénin de demain. Ceux-là qui sont en train de grandir aujourd'hui, qui sont dans l'innovation, qui sont dans le numérique, qui sont dans l'agriculture, qui sont dans la technologie, etc. C'est sur ceux-là qu'il faut s'appuyer. Et donc, il faut forcément leur adresser le langage qu'il faut. Il faut pouvoir les convaincre, leur dire, oui, j'arrive, je suis un des vôtres, même si je n'ai pas votre âge, même si mon âge n'est plus dans les 35 régulièrement déterminés pour qu'on dise que je suis un jeune, mais je comprends que le défi doit s'appuyer sur vous pour que le Bénin dont nous rêvons soit une réalité. Et moi, je peux vous rassurer, nous, depuis 2016, on a fait un travail formidable. Mais il y a un autre travail à faire. Lequel? L'éducation civique. Et vous comprenez que si, quand vous prenez, nous, notre génération, parfois nous sommes critiques à l'endroit du chef de l'État. Parce que chacun s'attendait à continuer à bouffer avec une pelle ou, je ne sais pas, c'est une louche, etc., comme l'a dit entre-temps le président Amousso Bruno. Mais vous comprenez que la nouvelle dynamique n'autorise plus à ça.
Et donc, cette jeunesse qui est en train de grandir, on doit pouvoir lui communiquer cette nouvelle énergie pour qu'elle s'en approprie et comprenne que le Bénin dont nous avons besoin demain, le Bénin que nous voulons construire demain, ce sont eux. Et je crois que là-dessus, le candidat a été imparable. La jeunesse de votre candidat n'est plus un truc à démontrer, mais dans les calculs politiques, les jeunes ont toujours été une cible. Hein. Donc ce n'est pas la première fois que dans un discours d'un candidat qui est à la conquête du Pêchois insiste véritablement sur la jeunesse. Les chiffres qu'il avance, ce sont 10% de nos compatriotes en moins de 25%, un Béninois sur 2 à moins de 18 ans. Il insiste sur le fait que ça va se jouer dans nos écoles, sur le plan du numérique, de l'agriculture et tout ça. Est-ce que pour vous, le candidat est en train de dérouler déjà, je dirais dans une perspective heureuse pour vous, si toutefois les Béninois votaient véritablement pour lui, en même temps de dresser un plan de travail qu'il fera pour les jeunes? De mon point de vue, ce n'est pas encore un plan de travail, mais c'est une annonce. C'est une manière de dire... C'est un diagnostic. Le diagnostic, il est posé. Le diagnostic, il est posé. Mais au-delà du diagnostic, il est en train de dire, je veux compter sur vous. Je veux compter avec vous. Parce qu'il n'y a que vous qui comptez. Mais non, écoutez, il faut relativiser. Nous sommes allés aux élections il n'y a pas si longtemps que ça. On a vu les statistiques. Plus de 62% des Béninois ne sont pas sortis pour voter. Mais en réalité, c'est les nouveaux arrivants. Ils ne s'intéressent pas à la chose politique. Et donc, il faut qu'on puisse les accrocher, qu'on puisse leur montrer que non, ce n'est pas en refusant d'aller voter, ce n'est pas en refusant de participer à la vie politique. Pourquoi c'est souvent à la veille des élections qu'on sent vraiment le besoin d'accrocher les jeunes, de les inviter à la participation civique, pendant que pendant longtemps, on n'a vraiment rien fait pour les utiliser? Ah non, je ne partage pas votre avis parce que moi, je suis d'un parti politique, le Bloc républicain, et vous savez que c'est le seul parti politique au Bénin à date qui a mis en place des organisations de masse. C'est le seul parti politique aujourd'hui à date où les jeunes sont promus. C'est le seul parti politique au Bénin aujourd'hui. Pourquoi c'est le seul? Parce que ce que vous dites, moi, on le remarque dans les autres formations politiques aussi. Non mais donnez-moi un exemple. Moi je parle des faits. Ce que je dis, vous pouvez le constater, vous pouvez le vérifier, vous pouvez le comparer. Et je vais vous dire, nous avons reçu récemment une directive de notre parti qui nous a instruit pour qu'aux prochaines élections législatives, communales, etc., on fasse la promotion des jeunes. Hein? Moi, je vais vous dire, moi, par exemple, dans ma commune, le travail a commencé. On est en train de susciter. La même au niveau du BR, dont vous parlez, avait été faite, n'est-ce pas, pour les dernières élections législatives de 2023. Mais les jeunes disent n'avoir rien vu venir. Est-ce que ça va s'améliorer pour les prochaines fois, c'est ça? Je réfute déjà ce que vous dites en ce qui concerne le Bloc républicain. Probablement que ça touche à d'autres partis politiques. Le Bloc républicain avait fait cette promesse et puis bon, on l'a ciblé dans les réponses qu'ils ont données. Au sein du Bloc républicain, moi je vous dis, dans mon conseil communal que je dirige aujourd'hui, le plus jeune conseiller qui n'a pas 30 ans, le plus jeune conseiller qui n'a pas 30 ans, il est républicain et il est président de commission. Alors vous invitez tous les jeunes à faire carrière en politique puisque votre formation politique propose... non. Alors, il faudra... ces jeunes qui n'ont pas envie de faire carrière en politique... Là-dessus, monsieur Guédéno, nous allons relativiser. Moi qui vous parle, je suis un technicien rompu. Je suis expert comptable, diplômé. C'est mon métier, c'est ce que je sais faire le mieux. Je suis arrivé en politique par passion. Mes confrères me demandent toujours, mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Je leur dis, si vous connaissiez mon parcours, vous ne me poserez pas cette question. J'ai toujours été responsable de classe. Le jeu politique commence par là. Donc c'est pour vous dire quoi? Ce n'est pas une invitation à faire de la politique. Dans tous les cas, qu'est-ce que la politique? C'est cet art qui nous amène donc à opiner sur, ou du moins à transformer la vie des autres. Et que vous fassiez le choix d'y être comme acteur direct, mais vous le serez de façon indirecte. D'accord, vous dites vous êtes expert comptable, votre candidat, lui, il est expert des finances, il est expert comptable également. Voilà, donc expert financier, expert comptable. D'accord, expert comptable, n'est-ce pas? Il y a que sa colistière du monde de l'éducation, elle est donc éducatrice. On se pose la question de savoir comment cette complémentarité, cette jonction va se traduire dans les politiques que les deux mettront en place une fois élus. Écoutez, de mon point de vue, nous sommes 4 partis politiques qui soutenons désormais le candidat Wadayi. Le candidat Wadayi n'est pas membre d'un parti politique.
même si de façon furtive. Hein, on l'a vu rapidement arriver quelque part, il est ressorti très rapidement, etc. C'est quelqu'un de parfaitement neutre. Ça veut dire quoi? Son projet de société est le projet de société de la mouvance présidentielle. Et vous comprenez que la vice-présidente actuellement en fonction, Madame Mariam Tchabi Talata, a eu à faire ses preuves. D'abord, c'est un intellectuel rompu, vous l'avez vu sur le terrain. Moi, j'ai eu l'occasion de la croiser à plusieurs événements, elle a pris la parole, etc. Et vous comprenez que il ne s'agit pas de considérer le candidat à la présidence, la candidate à la vice-présidence, pris isolément, hein, pour nous parler de projet de société. Non. L'Union progressiste, le renouveau aura son mot à dire, pour ne pas dire a son mot à dire. Le bloc républicain a son mot à dire. La Renaissance a son mot à dire. Moël Bénin a son mot à dire. Et c'est dans cette conjonction que nous allons sortir le projet de société. Les candidats également ont leur mot à dire, puisque après tout, ce sont eux qui incarnent désormais ce projet de société. Il y aura des arbitrages qui sont en cours, et c'est sur cette base-là que le débat va se faire. Permettez-moi de revenir sur les propos du candidat sur la jeunesse, puisqu'il a consacré une bonne partie de son discours à la aux jeunes. Alors, il dit: j'ai la conviction forte que chaque jeune béninois porte en lui un immense potentiel que nous n'avons pas encore fini de réveiller, de révéler. Mon ambition est donc claire: transformer cette énergie en opportunité, ces opportunités en réussite et ces réussites en dignité. Chaque jeune doit avoir la chance de réussir. Quand on confesse autant d'amour pour la jeunesse, on se pose la question: qu'est-ce qu'on a déjà fait par le passé pour les jeunes, ou même de sa position, qui a quand même permis aux jeunes, n'est-ce pas, d'évoluer et espérer avoir en retour le soutien des jeunes dans cette aventure-là? Très bien. Vous posez la question à quelqu'un qui est très bien placé, je vous remercie. Vous savez, j'ai eu cette grâce, j'appelle ça grâce immense, de diriger une commune rurale, commune de Glazoué, pendant, j'ai déjà fait 5 ans et plus. Vous savez, malheureusement, la normocommunication nous a desservis pendant longtemps. Vous savez, en politique, quand vous avez quelque chose à faire, il faut annoncer ce que vous voulez faire. Quand vous êtes en train de faire la chose, il faut rappeler que vous êtes en train de la faire. Et quand vous avez fini, il faut dire: voilà ce que j'ai commencé, je suis en train de finir. Mais à un moment donné, il y avait tellement de choses à faire que de notre point de vue, nous n'avons pas jugé opportun de commencer à annoncer qu'est-ce qu'on veut faire, etc. C'est ça qui a joué contre nous à un moment donné. Mais je puis vous dire, dans la commune qui est la mienne, parlant des jeunes, aujourd'hui, nous avons à travers l'ANPE plusieurs projets qui aident à trouver de l'emploi aux jeunes, surtout les premiers emplois. Est-ce que vous savez par exemple que nous avons le Prodige, qui est un projet de la Banque mondiale que met en œuvre l'ANPE, et qui permet de doter chaque entreprise des profils dont ils ont besoin pendant une période donnée. Ça dure 2 ans et plus. La première année, ils sont pris en charge à 100% par le projet. À partir de la deuxième année, il y a un système de péréquation où l'entreprise commence donc à les prendre en charge. L'entreprise a le temps de les former, et au bout de 2 ans, s'ils sont performants, l'entreprise les recrute. C'est ça. Mais ça, c'est des milliers d'emplois. Je n'ai pas les statistiques, mais c'est une réalité. Je quitte ce domaine-là. Je rentre dans le domaine de ces jeunes déscolarisés. Ils ont peut-être le BEPC, ils ont abandonné, ils ont eu le baccalauréat, ils n'ont pas cherché à continuer, etc. Mais regardez aujourd'hui, c'est vrai qu'une certaine presse raconte ce qu'elle veut sur ce dont on parle. Mais pour quelqu'un qui vient de Glazoué, je veux parler de la GDIZ, mais je peux vous dire que c'est une opportunité que chacun de nous ici, on n'en mesure pas la portée. Chez moi, à Glazoué, pendant longtemps, c'est la sucrerie de Savet qui consommait pas mal de gens dans des tâches, comment je vais dire, ils sont dans des tâches physiques et au quotidien. Mais ils étaient payés combien? Sauf erreur de ma part, 1500 francs de travail la journée. Mais ils ne travaillent pas 24 heures sur 24, ils ne travaillent pas 30 jours sur 30. Mais prenons même l'hypothèse où ils doivent travailler 30 jours sur 30. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont à 45 000 francs le mois. Mais aujourd'hui, avec la GDIZ,
les jeunes ont la possibilité d'avoir une formation. Parce que une fois ils ont un profil BEPC, autour du BEPC, parfois même ils n'ont pas le BEPC, ils peuvent rentrer à l'AG, ils disent on va les former à un métier. Donc en résumé, la jeunesse n'a pas été oubliée. Mais laissez-moi aller jusqu'au bout. Parce que c'est vous qui voulez des exemples. l'impératif du temps. Et il y a bien d'autres aspects qu'on souhaite aborder avec vous. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez abordé cette question-là, ben, moi j'ai pris ça pour une taquinerie. C'est comme si le gouvernement n'a rien fait pour cette jeunesse et que c'est maintenant que nous sommes illuminés, on veut en parler. C'est une question. Je commence à en parler et puis vous voulez sortir de là. On a tellement d'exemples dans le secteur agricole par exemple. Est-ce que vous imaginez que tous nos jeunes qui ont fait l'élevage, etc., aujourd'hui, quand ils veulent s'installer, il y a des facilités. Et ces facilités sont énormes. Et je vais vous donner un dernier exemple, comme vous voulez qu'on aille plus vite. L'ADPME aujourd'hui. L'ADPME aujourd'hui met en œuvre un projet qu'on appelle le PAEB, mais c'est un projet qui appuie des jeunes qui ont leur entreprise, je crois à moins de 30 ans ou 35 ans, qui ont leur entreprise et qui les accompagnent avec des subventions, qui les accompagnent à structurer leur projet et à aller prendre des prêts. Voilà des réalités que le gouvernement est en train de mettre en œuvre aujourd'hui, et la jeunesse qui s'intéresse donc à une activité sait qu'elle n'est pas délaissée. Alors, monsieur le maire, on va évoluer dans nos échanges. Il y a que dans le discours, on a rendu un vibrant hommage au président Patrice Talon. Doit-on dire que le duo candidat de la mouvance, n'est-ce pas, se présente comme l'héritier de tout ce qui s'est fait au temps de Patrice Talon? On parle de continuité. Comment on fait, je dirais, le rapprochement qu'il faut avec ce duo candidat, ou bien c'est tout carrément un nouveau chapitre pour le pays? Mais écoutez, avant même de parler de duo, nous sommes tous comptables, à commencer par moi qui suis devant vous ici, de tout ce qui a été fait en 9 ans et en bientôt 10 ans. Nous sommes tous comptables et nous le revendiquons, nous l'assumons impérativement et intégralement, l'héritage donc du président Patrice Talon. On n'a pas à se dérober parce qu'on a travaillé dur pour qu'on puisse avoir de l'espérance aujourd'hui. Alors, le duo ne fait que incarner ce que nous avons fait ensemble. Donc, ce n'est pas une appropriation spécifique au duo. Et le duo n'a même pas un autre choix que d'incarner cela, puisque le duo a été choisi par les quatre grands partis politiques qui soutiennent la mouvance présidentielle. Donc, vous êtes d'accord avec moi que il n'y aura pas une rupture dans ce que nous avions fait hier et dans ce que nous incarnons pour demain. Il y aura peut-être des ajustements à faire, puisque chacun a sa touche. Patrice Talon n'est pas égal à Romuald Wadayi, et il ne peut même y en être autrement. Chacun d'eux aura ses méthodes, aura sa manière de faire en fonction des contextes qui vont se présenter à lui. Parce que doit-on espérer qu'en cas de victoire, il y a possibilité que Romuald Wadayi puisse se démarquer du style de gestion du président Patrice Talon pour imprimer ou s'imprimer sa propre marque? Ce qui est certain, que je sais et qui est humain, Romuald Wadayi sera Romuald Wadayi. Patrice Talon est Patrice Talon. Il n'y aura jamais rien d'identique. Ce n'est pas possible. Même si Lionel Talon devenait président de la République demain, il ne sera jamais Patrice Talon. Parce que chacun de nous, nous avons nos personnalités, nous avons nos doutes, nous avons nos espoirs, nous avons nos espérances. On ne voit pas forcément les choses. On peut voir la même chose et l'aborder autrement, etc., etc. Et moi, je suis convaincu que Romuald Wadayi sera Romuald Wadayi. Vous parlez de réajustement éventuel. Doit-on penser ou compter sur le fait que, sur le volet social, par exemple, il y aura de nouvelles orientations, parce qu'il y a grand débat autour du volet social? Je n'ai jamais partagé l'avis de ceux-là qui pensent qu'au temps du président Talon, il n'y a pas eu du social. C'est évident. Mais écoutez, pour qui me connaît, je ne votre position, on ne devrait pas s'inquiéter, sinon on ne devrait pas s'interroger. Ça va de soi. Ça n'a rien à voir. Pour qui me connaît, et le chef de l'État, il m'a pratiqué, il sait que sur certaines questions, quand je ne suis pas en accord, j'ai le courage de dire, Monsieur le Président de la République, je pense qu'on peut faire autrement. Et moi, je puis vous dire, du haut de ce plateau aujourd'hui, que le chef de l'État, président Patrice Talon et son gouvernement, c'est ce gouvernement qui a fait plus de social dans tout le Bénin. Alors, en le disant,
je sais que je serai incompris. On va me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il appelle social? Je vais vous donner 2-3 exemples. L'amélioration du cadre de vie. Je reprends. L'amélioration du cadre de vie. Et je vais me focaliser sur Akpakpa. Nous tous on connaît Akpakpa. Akpakpa avant 2016. Akpakpa avant 2016, c'était quoi? C'était un marécage. Est-ce que nous sommes d'accord d'abord sur ce diagnostic? C'est un fait. C'est un fait. Mais allez à Akpakpa aujourd'hui, on roule partout dans Akpakpa. Il n'y a plus d'eau qui stagne. Mais le social là, c'est où? Le fait de dormir avec les moustiques qui nous rendent malades là, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui à Akpakpa? Parce que l'eau, on lui a trouvé un chemin et il s'en va. Mais le fait que les moustiques ne nous piquent plus comme hier, est-ce qu'on va continuer à aller à l'hôpital comme on y allait avant-hier? Alors, autant de Romia Douadani, qu'est-ce qu'on propose concrètement pour que la perception de la notion, comment dire, sociale, n'est-ce pas, puisse il puisse avoir unanimité autour, je dirais, de cette terminologie? Parce que de votre définition, on se dit, avec le coup de gueule des populations et autres qui ont des récriminations, on se dit que oui, on ne perçoit pas les choses de la même manière. Ça veut dire que ceux qui crient, n'est-ce pas, perçoivent le social dans un autre angle et vous dans un autre. Vous savez, tout ce qui se passe aujourd'hui, oui, ou du moins depuis un certain temps jusqu'à tout ce qu'on est en train de dire là, ce n'est que l'œuvre d'une poignée de gens qui ont la possibilité de parler sur les ondes. D'accord. Et l'opinion se forme comment? Ça se forme à partir de là. Vous voyez, moi je suis ici ce matin, je parle. Tous ceux qui vont m'entendre là, ils vont dire c'est le maire qui a parlé. Oui. Et parce que c'est le maire qui a parlé, ben, ils vont prendre ça pour une parole d'évangile. Et donc vous comprenez, aujourd'hui on a les réseaux sociaux, tout se dit à temps, à contre-temps, ça va dans tous les sens, au point où on n'arrive même plus à discerner le bon du mauvais. Et les gens achètent ça contents. Alors vous comprenez avec moi que nous, on ne peut pas occuper les réseaux matin, midi et soir. Nous, on ne peut pas être partout à la fois. Et donc, vous comprenez que ceux qui disent qu'il n'y a pas du social, ils comparent le social d'une certaine époque au social d'une autre époque. Oui. Je vais aller loin. Évolué et ils ont changé. Je vais aller loin. Moi, quand je roulais ma motomate, vous voyez, là, on est en saison de pluie, là. Oui. Bientôt, on va sortir. Mais quand on sort de la saison de pluie, je suis obligé de changer les rotules, systématiquement. C'est pareil lorsque j'ai eu la chance de commencer à rouler voiture. Chaque fois, quand la saison des pluies est terminée, ce qu'on appelle les trucs du bas de caisse, là, je dois changer ça systématiquement. Mais je vous rassure, depuis un moment, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, ça fait même peut-être 7 ans, je roule le même véhicule, je n'ai rien changé. Ça. Mais le social est passé par là. D'accord. Parce que vous avez compris, alors la natation. En tout cas, dans le discours de votre candidat, c'est bien riche en termes de phrases fortes. Je voudrais qu'on puisse s'attarder sur cette séquence. Je vais être le candidat de tous les Béninois. Notre force sur ce chemin, c'est l'unité nationale. Alors, je mets un peu dans le contexte des critiques de l'opposition qui sont formulées vis-à-vis de la mouvance, c'est que vous avez tout fait pour déchirer notre unité nationale. En tout cas, c'est ce qui se dit de l'autre côté. Alors, comment on peut comprendre la notion de l'unité nationale d'un candidat qui vient de votre camp? Le Bénin est un et il est indivisible. Et le Bénin ne sera jamais fracturé. Le reste, ça va être des paroles politiques. Ceux qui disent que avec nous, la rupture, l'unité nationale a été fragilisée, envolée, utilisée, c'est de bonne guerre. Vous n'avez jamais vu en politique un opposant dire du bien de celui qui est aux affaires? C'est ce qui se passe. Et moi, je le leur concède. Après, c'est la population qui fera la marque, qui fera la différence. C'est elle qui fait l'unité. Moi, je suis né à Cotonou, j'ai grandi à Cotonou. Mais j'ai grandi dans un quartier où j'ai des frères du Nord, j'ai des frères du Centre, des frères du Sud, etc. Et je n'arrive pas à distinguer qui est du Nord, qui est du Sud. Mais c'est quoi l'unité nationale? C'est déjà ça. Je suis allé à l'école avec toutes les catégories de Béninois. Parmi nous, il y avait des gens, c'est des véhicules qui venaient les déposer. Il y en avait d'autres, c'est des motos. Il y en avait d'autres qui devaient faire 3 km, 2 km pour arriver, qui venaient à pied. Mais on a grandi ensemble et la fraternité a demeuré. Et cette fraternité, quand vous l'observez, regardez bien, tous ceux qui travaillent, du moins en grande partie, avec le chef de l'État, le président Talon aujourd'hui, mais hier, ils ont travaillé avec qui? Avec le président Yahi.
Avant-hier, ils ont travaillé avec qui? Avec le président, le général, feu général Mathieu Kérékou. Non, de quoi les gens parlent? Écoutez, on ne va pas réinventer la roue. Le Bénin est un et ne sera pas fragilisé. Et ce que notre candidat a dit, il faut le comprendre. Il est en train de rassurer tout le monde. Il est en train de dire, écoutez, je suis aujourd'hui le candidat de la mouvance présidentielle. Oui. Mais le Bénin est divisé en 3 aujourd'hui. Il y a la mouvance, il y a l'opposition, mais vous oubliez les 62%. Il y a les neutres. Ceux qui ont dit, je ne vote ni pour la mouvance, ni pour l'opposition. Et c'est là où j'ai apprécié une certaine analyse du président Azanaï, sauf que sa conclusion ne me plaît pas. Le président Azanaï a bien dit que la mouvance est la majorité de ceux qui sont sortis et l'opposition est la minorité. Ça, j'ai apprécié. Mais après, selon lui, les 62%, ça fait le peuple qui n'est ni d'accord avec l'un, ni d'accord et qui est en attente de bon, etc. C'est ça que je n'ai pas apprécié. Et aujourd'hui, nous avons un candidat qui veut rassurer. D'abord, l'opposition. Pour dire à cette jeunesse qui est dans l'opposition aujourd'hui, je comprends que vous soyez dans l'opposition. Je comprends que vous ne soyez pas d'accord avec nous. Mais soyez rassurés. Moi, je vous tends la main. Je vous tends la main. Je vais travailler pour révéler tout le potentiel qu'il y a en vous. Alors, il y a une autre phrase forte, parce que Eric le soulignait, les propos, pour ne pas dire le discours de Romuald Wadagne est rempli de phrases fortes. Il dit, la vision est claire et le travail à abattre est connu. Qu'est-ce qu'il a voulu dire exactement? On n'a pas besoin d'aller loin pour comprendre. De quelle vision parlons-nous? Il faut comprendre le parcours du candidat Romuald Wadagne pour mieux expliciter ce dont il parle. Il est rentré au gouvernement ministre de l'économie et des finances. Plus tard, il est passé ministre d'État. Et quand il est passé ministre d'État, il a récupéré la coopération, il a récupéré encore d'autres aspects qui étaient dévolus à d'autres ministères. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a eu le temps de faire un parcours et on peut dire que dans tous ces aspects, il connaît aujourd'hui le Bénin. À partir de là, son discours ne peut être que révélateur de qui il est. Vous savez, chacun fait les discours que nous faisons, chacun de nous là. C'est d'abord nous-mêmes. Si j'ai eu une vie d'amertume, écoutez, dans mes propos, vous ne sentirez que de l'amertume. Si j'ai eu une vie d'enfant né avec une cuillère en or dans la bouche, mais écoutez, j'aurai le même type de discours. Mais lui, il a une synthèse. Quelqu'un qui a été... Regardez, on va donner des exemples concrets. Au moment où le chef de l'État, le président Talon, prenait le pouvoir, qu'est-ce qui nous donnait beaucoup plus d'argent au Bénin? Mais c'est la douane. Ou bien? Mais aujourd'hui, ça a été inversé. C'est à l'intérieur qu'on collecte plus d'argent à la date d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'un travail a été fait. Vous vous rappelez, les entreprises ne faisaient aucun paiement en ligne. Ou bien? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On n'a même plus de contact forcément direct avec les inspecteurs des impôts. Ça veut dire qu'on les sort du rôle de réceptionner du cash et on les met maintenant dans le rôle de conseil. Et nos services des impôts sont en train de devenir aujourd'hui des conseils. Et quand ils vous visitent, ils visitent vos entreprises, ils ne viennent pas pour vous dire, tu n'as pas fait ceci, c'est comme ça, ça doit se passer. Non, ils nous expliquent et ils vous accompagnent. Mais c'est ça qu'on attend d'un pays. Et ça, Romuald Wadagne a été l'ouvrier qui a fait ce job. Alors, vous voulez qu'on dise quoi? Alors, monsieur le maire, on ira pêle-mêle comme ça, parce qu'on n'a plus assez de temps. On sait, on sait de votre candidat, n'est-ce pas, qu'il a un profil de financier. Doit-on comprendre qu'en cas de victoire, la future gouvernance serait beaucoup plus axée sur les questions économiques? Et comment cela va impacter, doit dire, les populations, pour ne pas dire le Bénin dans son entièreté? Alors, quand on parle de questions économiques, les gens ne voient pas toujours tous les aspects. Il n'y a pas d'économie sans agriculture. Il n'y a pas d'économie sans infrastructure routière. Il n'y a pas d'économie sans commerce. Il n'y a pas d'économie sans numérique. Il n'y a pas d'économie sans. C'est-à-dire, c'est ce tout-là, agencé l'un dans l'autre, qui tourne et qui forme ce qu'on appelle l'économie. Ça veut dire quoi? Avec Romuald Wadagne, je ne dévoile pas encore
je vais vous demander d'être un peu patient dans les jours à venir. Vous aurez notre projet de société. Mais je puis vous dire que beaucoup de choses ont été faites. Ça va s'améliorer, ça va se densifier. Et les aspects sur lesquels rien n'a été fait, ça va être de nouveaux chantiers qui seront ouverts. Regardez par exemple sur le numérique aujourd'hui. Mais le souhait, c'est qu'on passe au tout numérique. C'est ça le souhait. On continue de faire des choses où la monnaie continue de circuler une pièce d'une main à une autre. Mais le souhait, c'est qu'on en arrive à ce que même ma grand-mère qui est au village soit dans la capacité, à partir de son téléphone, de faire toutes les opérations sans forcément se déplacer. Sans forcément se déplacer. Et ça va arriver. Et quand vous allez dans nos villages, eux tous, ils ont des Android. Même s'ils ne savent pas écrire, ils savent faire des audios. Et avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, rien qu'à partir de ce que tu exprimes, ça peut se transformer en action et que ça va s'exécuter. Donc, il y a tellement de chantiers. Regardez le secteur agricole. Ben écoutez, moi je dirais qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, les semences que nous utilisons au Bénin, ce n'est qu'un secret de polichinelle. Ce n'est que maintenant que nous avons créé une agence qui va s'occuper des semences, etc. Donc, il y a du chantier. Il y a tellement de choses à faire que, de mon point de vue, il faut qu'on explique à nos auditrices et à nos auditeurs qu'est-ce qu'on appelle l'économie. Et une fois chacun de nous a compris ce qu'on appelle l'économie, le reste, ça va s'ajuster et ça va se faire. Monsieur le maire, votre candidat a fait une promesse à la fin de son discours. Je le cite, « Je promets de servir toujours avec intégrité, constance et courage ». Comment on peut gouverner sans se compromettre? Comment on peut gouverner de façon constante? Vous savez, la vie est un choix. Romuald Wadaï a eu l'occasion de se compromettre. Il ne l'a pas fait. S'il l'avait fait, ben écoutez, on a vu les anciens régimes, on nous parlerait de scandale de ceci, scandale de cela, etc. Et ce n'est pas à un certain âge qu'on change. Vous voyez, moi qui suis ici, si hier je suis délinquant là, je ne changerai pas, même si l'homme est perfectible. Et vous comprenez que celui qui a eu l'opportunité d'être ministre de l'économie et des finances, ministre d'État, par ailleurs chargé de l'économie et des finances et de la coopération, pendant tout ce temps, et on n'a même pas de bribe, je dis, il n'y a même pas de rumeur sur lui. Hey, les amis, c'est pas maintenant il va changer. Et je crois qu'il n'en aura pas besoin. Il n'en aura pas besoin. Est-ce que vous ne craignez pas que certains disent que c'est trop tôt de conclure qu'il n'y a pas de bribe le concernant ou que tout s'est passé, je dirais, sans faille, écoutez, sans erreur, nous sommes au Bénin. Obscurité. Les amis, nous sommes au Bénin. Le ministre Wadaï, s'il avait été trempé dans quoi que ce soit, les gens en parleraient déjà. On l'aurait su, c'est ça? D'accord. On va dire deux mots, n'est-ce pas, sur... Oui, justement, c'est vrai que vous avez dit qu'il ne faut pas sentir un peu pour votre projet de société, mais à la lumière de ce discours tel que présenté par votre candidat, est-ce qu'on peut se faire une idée des thèmes de campagne, justement, que vous allez utiliser pour convaincre l'électorat? Voilà. Je crois que notre candidat a planté le décor. Notre campagne sera axée sur les 62% de Béninois qui jusque-là continuent de douter, qui jusque-là sont dans la neutralité. Et ces 62%, c'est clair. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi quoi? Ces 62% restent dans la neutralité. Dans la neutralité, sans prise de position, sans être intéressés par tout ce qui fait soit l'opposition ou soit la mouvance. Vous savez, il n'y a que les intérêts qui guident les hommes. Oui, ça dépend. Est-ce que dans l'animation de la vie politique et dans le fonctionnement des partis politiques, on ne peut pas vous reprocher ça, vous, acteurs politiques, de n'avoir pas fait l'exercice qu'il faut, je dirais, sur ces 62%, à l'effet de les amener, n'est-ce pas, à s'intéresser davantage à la vie politique? Là-dessus, et à la citoyenneté. Je ne remettrai pas en cause systématiquement ce que vous dites. Parce que je n'ai pas fait une étude, je n'ai pas les résultats d'un travail scientifique pour pouvoir opiner là-dessus à l'instant. Mais ce que je sais, en ramenant ça à des gens qui sont autour de moi, des reproches nous sont faits. Des gens nous parlent tous les jours pour nous dire, si ce n'est pas toi, je ne suis pas d'accord avec ceci, cela, etc. Même nous-mêmes acteurs, il y a des aspects sur lesquels on ne partage pas forcément des choix qui ont été faits à des instants donnés. Moi, je me rappelle, c'est peut-être sur votre plateau, quand tout le monde jetait la pierre à notre préfet Tobola, j'ai dit, mais non,
Togoula devrait être décoré. Parce que Togoula, il a subi le martyre. On connaît le Bénin. Il a fait le job qu'il fallait pour qu'aujourd'hui, on ait de belles rues. Et donc, on est dans un contexte comme celui-là. On ne va pas tout jeter. On pouvait faire ces casses-là autrement. On ne les a pas fait comme on devait le faire. Ce n'est pas bien grave. On a tiré les leçons. On pourra donc nous améliorer si les Béninois nous accordent leur suffrage. D'accord. Alors, la vice-présidente Mariam Chabi Talata est présentée, je dois dire, comme le symbole de l'égalité et de l'ouverture. Comment, dans le futur, en cas de réussite, pour ne pas dire en cas de victoire, comment vous envisagez, vous concrétiser, je dirais, cela dans l'action, de manière à ce qu'au niveau des instances de prise de décision, cela soit davantage favorable à la gente féminine? Mais écoutez, il faut juste observer ce que le président Talon et son gouvernement, les députés, ils ont fait pendant tout le temps que nous avons vécu. Aujourd'hui, par exemple, la place de la femme est reconnue. L'INF a été redynamisé. Aujourd'hui, par exemple, à l'Assemblée nationale, d'office, nous avons au moins 24 femmes. Je dis bien au moins 24 femmes. C'est systématique. Dans le gouvernement du président Talon, vous avez de remarquables dames. Diplômées, compétentes et qui occupent des fonctions hautement stratégiques et qui impactent le Bénin. Et donc, je crois que le candidat Wadaï ne sortira pas de cet axe. Il va poursuivre donc dans la même lancée. Monsieur Ondolo, nous sommes à la fin de cette émission. Mais une dernière question, que nous réserve la suite maintenant que le processus électoral est engagé avec cette investiture? Mais écoutez, si vous permettez, je vais aborder deux aspects. Allons-y. En ce qui concerne donc la suite, nous allons nous mettre au travail. Nous y sommes déjà et nous nous battrons. Nous irons de maison en maison, de hameau en hameau, pour convaincre tous ces Béninois qui ont encore du doute et qui continuent d'avoir des réserves pour nous soutenir afin que notre candidat soit le champion. Et je profite, comme c'est le mot de fin, pour m'adresser à ces Béninois-là qui, jusqu'à ce jour, les 62%, et même à l'opposition, pour leur dire que travaillons ensemble pour que la dynamique ne se rompe pas. Travaillons ensemble. Vous qui continuez de douter, venez avec nous, nous serons avec vous. Nous allons vous expliquer les pourquoi de chaque chose afin que en avril 2026, le champion Wadaï soit porté donc pour diriger notre pays. Merci à vous, Gilles Rondolo. Vous êtes maire de la ville de Glazoué et membre du Parti Bloc républicain. Merci d'avoir été notre invité ce dimanche matin. Merci aussi à vous, Rabali Bara, pour avoir été cette émission avec moi. Merci à toute l'équipe technique. C'est la fin de ce numéro d'actif de Zone Franche de ce dimanche. Passez une très bonne journée.